Nous suivons une information de dernière minute. L'affaire d'Anna Kepner serait désormais un homicide. La jeune pom-pom girl de l'équipe universitaire aurait été étranglée à mort à bord d'un navire de croisière Carnival. Nous avons également appris ce que le demi-frère d'Anna Kepner, que la famille considère comme suspect dans sa mort, a dit aux membres de la famille lorsque la jeune fille de 18 ans aurait été retrouvée cachée sous un lit à bord du navire. Sa famille affirmant désormais qu'il s'agit d'une affaire criminelle, nous avons aussi constaté des contradictions dans leur version. Anna et son demi-frère étaient-ils inséparables ou étaient-ils dangereusement obsédés par elle? Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Une grande mise à jour vient d'arriver. La famille d'Anna Kepner affirme que sa mort a officiellement été déclarée comme un homicide. La famille de Kepner aurait fourni un certificat de décès à ABC News, et ce certificat indique que Kepner est décédé d'asphyxie mécanique. Encore une fois, sa mort est officiellement qualifiée d'homicide. Le rapport indique que Kepner serait morte d'une prise d'étranglement. Un bras autour de son cou. Le rapport indique également qu'il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle ni de drogue dans son organisme. Mais il y aurait eu des ecchymoses sur le côté de son cou. Nous avons également de nouvelles informations sur la chronologie du décès de Kepner. J'y reviens dans un instant. Pour l'instant, le FBI n'a pas commenté l'affaire. Ils disent simplement qu'ils enquêtent. Ils restent très discrets sur tout le reste. À notre connaissance, ils n'ont arrêté ni désigné publiquement aucun suspect. Mais nous savons que la belle-mère d'Anna, qui était sur la croisière avec elle, a appelé son fils, qui est le demi-frère d'Anna. Il a 16 ans, un suspect dans l'enquête sur la mort. L'aîné, qui a environ 16 ans, est suspecté dans la mort de l'enfant du conjoint, une fille de 18 ans qui se trouvait dans la même chambre. C'était un moment clé dans cette histoire, car cela a été révélé lors d'une audience de garde en Floride impliquant la belle-mère de Kepner. Elle s'appelle Chantel Hudson et son ex-mari. Encore une fois, ils ont des problèmes de garde depuis plus d'un an, sans lien avec l'enquête sur le décès. Mais est-ce que vous venez d'entendre? C'était l'avocat de l'ex-mari de la belle-mère qui disait que l'adolescent de 16 ans est, je cite, un suspect dans l'affaire Kepner. Revenons aux grands-parents d'Anna Kepner présents sur cette croisière et à leur interview avec ABC News. Ils ont déclaré pour la première fois lors de l'interview ce que le beau-fils de 16 ans leur aurait dit après la découverte du corps d'Anna. Je vais revenir sur cette information dans un instant. Mais nous en apprenons aussi davantage sur ce qui s'est passé dans les derniers jours de la vie d'Anna. Revenons au 6 novembre. C'était une croisière de 6 jours au départ de Miami vers les Caraïbes, à bord du Carnival Horizon. Donc ce voyage touche à sa fin. C'est l'une des dernières nuits avant que le navire ne retourne au port de Miami. Kepner ne se sentait pas bien vers le dîner, selon ses grands-parents interrogés par ABC, qui précisent qu'elle portait un appareil dentaire. L'appareil dentaire la gênait, donc elle avait décidé d'aller se coucher tôt. Puis là, nous arrivons au 7 novembre. Le lendemain, la famille Kepner s'est retrouvée au petit déjeuner sans Anna Kepner. Son grand-père a dit qu'il prenait des cartons de bingo quand il a entendu par haut-parleur une urgence médicale. Et si vous pensez à ce moment pour lui, il a reconnu le numéro de la chambre dont il parlait. Il était environ 11 heures du matin lorsque le Daily Mail a indiqué que c'était une femme de chambre qui était entrée dans la cabine d'Anna et avait fait la découverte horrifiante. Le corps de Kepner aurait été retrouvé enveloppé dans une couverture, recouvert de gilets de sauvetage et caché sous un lit. ABC News affirme qu'elle avait été étranglée. Un bras, apparemment placé en travers de son cou, l'aurait tuée. Et il n'y aurait eu aucune preuve d'agression sexuelle, ni de drogue ou d'alcool dans son organisme au moment de sa mort. Le navire est revenu au port le 8 novembre, le lendemain de la découverte de son corps. Son corps a été débarqué puis transporté au bureau du médecin légiste du comté de Miami-Dade. Voici une vidéo de Sheldon Fox selon WSVN-TV. Le reportage de ABC News révèle que le certificat de décès indique que Kepner est morte le 6 novembre à une heure inconnue. Les autorités estiment donc que Kepner a été tué la nuit avant la découverte de son corps. Et cela a dû se produire après le moment où sa famille a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle avait besoin de s'absenter du dîner. Les grands-parents de Kepner ont déclaré qu'il y avait au total 9 membres de la famille lors de cette croisière. Anna, sa grand-mère, son grand-père, son père biologique et ses 2 frères et sœurs étaient présents. Ensuite, il y avait Chantel Hudson, la belle-mère, et ses 2 enfants. Une fille de 9 ans et un fils de 16 ans qui serait aujourd'hui le suspect dans la mort d'Anna.
Les grands-parents d'Anna ont dit que le fait que la famille parte en voyage, c'était censé devenir une nouvelle tradition, puisque cette famille recomposée s'était réunie. Et ils ont aussi dit qu'Anna avait une vraie relation de frère et sœur avec son beau-frère, le garçon de 16 ans. En fait, les grands-parents les ont décrits comme deux gouttes d'eau. Maintenant, cette description, je vais vous le dire, est très différente de ce qu'un ancien petit ami d'Anna a raconté. Le père de cet ancien petit ami a déclaré à Inside Edition que le demi-frère était en fait, je cite, obsédé par Anna. Apparemment pas dans le bon sens. Il ajoute, elle avait peur de lui car il portait toujours un grand couteau. Il a aussi dit que son fils avait vu le demi-frère entrer dans la chambre de Kepner pendant un appel FaceTime. Et je cite, alors qu'elle dormait, il est monté sur elle. Il a ajouté, je cite, il est genre obsédé, attiré par elle comme un fou, il a toujours voulu sortir avec elle. Tout cela provient d'Inside Edition. L'ex-petite amie a aussi dit aux médias qu'Anna avait si peur de son demi-frère qu'elle dormait chez des amis pour s'en éloigner. Lors de cette croisière, Anna partageait apparemment une chambre avec ce demi-frère. De plus, l'ex-petite amie affirme que le frère biologique d'Anna a tenté d'entrer dans la cabine, mais la porte était verrouillée. Anna et le demi-frère étaient à l'intérieur. Selon Inside Edition, il a affirmé entendre des cris, notamment le demi-frère disant « ferme-la ». Et il dit aussi qu'il pouvait entendre quelque chose cogner dans la pièce. Les grands-parents ont dit à ABC News que les enquêteurs affirment que la seule personne vue entrer et sortir de la cabine où Anna a été retrouvée morte était ce demi-frère de 16 ans. Mais l'affaire devient plus étrange car les grands-parents d'Anna affirment que tout le monde a été interrogé après la découverte du corps. Et le beau-fils aurait déclaré qu'il ne se souvenait pas des détails concernant l'incident présumé. Selon ABC, le jeune homme de 16 ans a déclaré, je cite, dans ses propres mots, il dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. C'est ce que la grand-mère d'Anna a dit aux médias que le garçon lui avait raconté. Elle précise que le garçon a été hospitalisé pour une évaluation psychiatrique après le retour du navire à Miami. Nous savons maintenant que le garçon suit un traitement en santé mentale. Le 1er décembre à 9h. Puis-je parler? Il a un rendez-vous chez le psychiatre le 1er décembre. Un instant. Attendez. Je veux d'abord que vous parliez à votre avocate. Si elle approuve, vous pourrez parler. Ça me convient, mais vérifiez d'abord avec elle. Il y a eu un autre moment clé lors de cette audience de garde, où Chantel Hudson, la belle-mère, prend la parole au tribunal lorsqu'il s'agit de fixer une autre audience concernant l'affaire de garde. Elle indique que le garçon a rendez-vous chez le psychiatre ce jour-là. Au moment de cet enregistrement, il n'est pas clair si quelqu'un a été inculpé en lien avec la mort de Kepner. Maintenant, un autre aspect de cette histoire qui a été révélé concerne la relation, ou l'absence de relation qu'Anna Kepner avait avec sa mère biologique. Heather Wright est la mère biologique d'Anna, et elle ne vit pas dans l'État de Floride. Elle dit qu'elle n'a aucune relation avec le père biologique de Kepner, qui est celui qui était sur la croisière. Elle a dit qu'elle a dû apprendre la mort de sa fille par des articles de presse en ligne. Elle a aussi dit que le père de Kepner a tenté de lui interdire d'assister à la cérémonie d'Anna. Et c'est là que ça devient vraiment très bizarre, presque tragique. La mère biologique affirme avoir assisté déguisée à la cérémonie commémorative à Titusville, Floride, la semaine dernière. C'est ce qu'elle a dit à Ashley Banfield sur News Nation. Votre ex-mari vous a interdit d'y aller. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé et les circonstances? Il m'a dit que lorsque je lui ai annoncé que je descendais là-bas, il a répondu que il savait pertinemment qu'Anna ne voudrait pas que je sois là. Et j'ai dit, c'est un mensonge, j'étais là, mais bon, peu importe. Et il m'a dit, mets un pied en Floride et je te ferai arrêter immédiatement à cause de ma pension alimentaire. Et donc tu y es allé quand même, n'est-ce pas? Déguisé? Oui, je portais une perruque et plus encore des talons très hauts. Comme ça, tu sais, s'il cherchait quelqu'un de petite taille, il ne me remarquerait pas. Et as-tu pu assister aux funérailles? Est-ce que quelqu'un t'a vu ou t'a remarqué? Dis-moi ce qui s'est passé ensuite quand tu es arrivé. Personne ne m'a remarqué. Je suis restée près de la porte pour pouvoir partir vite si besoin. C'était tout. C'était agréable. Ils avaient dit beaucoup de photos de ma fille. Elle y a expliqué avoir porté une perruque et des talons pour assister à la cérémonie commémorative de sa fille. Nous n'avons pas pu confirmer les détails rapportés concernant la mort d'Anna, car le FBI n'a pas dit grand-chose à part le fait qu'ils enquêtent sur l'affaire.
Nous ne donnons pas non plus le nom du garçon de 16 ans, ni ne montrons sa photo, car il est encore mineur. Si ce garçon est inculpé et jugé comme adulte, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure du suivi de cette affaire. J'ai contacté Carnival Cruise Lines pour obtenir une déclaration, et voici ce qu'ils ont dit. Je cite: « Le décès d'un passager du Carnival Horizon revenu au port de Miami samedi 8 novembre est enquêté par le FBI. Comme l'affaire est en cours et du ressort des forces de l'ordre, seul le Bureau des Affaires publiques du FBI à Miami peut donner plus de détails. Nous priorisons le soutien à la famille de notre passager. J'ai discuté aujourd'hui avec Colin Schmidt, ex-agent du FBI. Nous avons réalisé cette interview avant l'annonce selon laquelle la mort de Kepner serait apparemment un homicide. Nous accueillons Colin Schmidt, ancien agent du FBI, pour reparler de cette affaire. C'est un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait si c'est réellement une affaire de meurtre? Et nous ne le savons pas pour l'instant, mais avec ce qui est présenté, si le garçon de 16 ans finit par être inculpé dans la mort de sa demi-sœur, quelle serait la probabilité qu'il soit jugé comme un adulte? Eh bien, c'est un crime fédéral parce que cela s'est produit sur un navire de croisière. Donc, il doit y avoir une analyse de ce que la loi fédérale permettra. Être jugé comme adulte dans le système fédéral implique plusieurs étapes. Cela doit être approuvé par le ministère de la Justice du Maine pour le bureau du procureur des États-Unis. Et puis, en plus, il n'a pas été arrêté, seulement désigné comme suspect. Donc, on attend encore que tous les faits soient clarifiés avant de tirer des conclusions hâtives. Parce qu'à ce stade, le FBI ne dira rien tant que leur enquête n'est pas terminée, et il reste très minutieux à ce sujet. Mais maintenant, des membres de la famille affirment qu'elle est morte apparemment par asphyxie, qu'il y avait une sorte de bras autour de son cou, et qu'elle avait des ecchymoses à cause de cela. Seul le demi-frère était entré et sorti de cette chambre. Il y a, vous savez, beaucoup d'informations qui sortent, mais pas par les canaux officiels. Qu'est-ce que le FBI pourrait attendre, d'une certaine manière, si tout cela est vrai, pour porter plainte contre cet adolescent? D'abord, je me suis trompé. Il n'a pas été désigné suspect. Le FBI n'a nommé personne. Ils suivent les procédures classiques du FBI, ce qui signifie essentiellement qu'ils ne vont partager aucune information. Point final, fin de l'histoire. Leurs sources d'informations ne viennent pas du FBI. Je pense que les médias obtiennent ces informations auprès des membres de la famille en se basant sur les questions que le FBI pose aux membres de la famille. Donc, ils font ce saut. Et deuxièmement, en ce qui concerne l'attente, ils vont attendre jusqu'à ce qu'ils aient, comme je l'ai dit auparavant, que tout soit parfaitement prêt. Ils vont terminer leur enquête, attendre les résultats de la toxicologie et de tout autre rapport médical. Ils vont s'assurer d'avoir toutes les vidéos. Ils vont s'assurer d'avoir terminé tous les entretiens avec les personnes à bord, c'est-à-dire toute personne susceptible d'avoir des informations pouvant aider à faire avancer cette enquête. Et ils vont également examiner les réseaux sociaux ainsi que ses propres réseaux sociaux. Et tous les suspects qui ont des réseaux sociaux pour voir s'il y a le moindre indice d'intention, s'ils ont effectivement quelqu'un en tête qui aurait fait cela. Tu soulèves un bon point avec ce que tu sais. Et pour nous, de l'extérieur, il semble que des médias comme ABC ou le Daily Mail obtiennent des informations dans cette affaire. Pourquoi cela pourrait-il être risqué? Peut-être pas risqué, car je sais qu'ils vérifient avant de rapporter. Mais si tu reçois des infos de membres de la famille, même interrogés par le FBI, je cherche simplement la bonne façon de demander. Comme la perception de ce que le membre de la famille peut penser de l'enquête et de ce qui se passe comparé à ce qui est potentiellement la réalité de ce que les enquêteurs examinent réellement. Je pense que cela relève simplement du bon sens ou de la logique. Si j'interroge quelqu'un et que toutes mes questions tournent autour d'une personne en particulier et de sa relation, de la façon dont ils interagissaient, eh bien, il est raisonnable pour la personne interrogée de penser « Ah, il s'intéresse à cette personne », surtout s'ils posent des questions personnelles sur cet individu, sur la personne qu'ils interrogent, sur leur relation avec la défunte, où ils étaient et comment ils ont interagi avec elle la nuit où elle est décédée. Donc je pense que, fondamentalement, les membres de la famille, en général, le FBI demande à la famille de garder pour elle et de ne pas partager avec les médias les informations évoquées. Cela ne veut pas dire qu'ils y sont obligés.
Aucune loi n'interdit ou n'autorise ce partage, c'est juste une question de courtoisie. Mais il me semble que la famille est un environnement un peu chaotique et je pense qu'il parle librement aux médias, ce qui n'aide personne. Comme on le dit toujours, tout le monde devrait simplement prendre du recul et rester silencieux jusqu'à ce que tous les faits soient réunis. Et ensuite, il y a une décision d'inculpation prise par le bureau du procureur des États-Unis. Nous savons, grâce à l'audience de garde avec la belle-mère, puis grâce à ce que les grands-parents ont dit à ABC News, que ce beau-fils de 16 ans de la belle-mère d'Anna Kebner, famille recomposée, donc plusieurs dynamiques à considérer, il est allé à l'hôpital dès le retour du bateau à Miami et a passé une évaluation psychiatrique. Que se passe-t-il généralement quand quelqu'un doit aller à l'hôpital pour une raison psychiatrique, surtout si c'est potentiellement aussi grave? Eh bien, je ne suis ni psychiatre ni psychologue, donc je ne peux pas vraiment commenter ce qui entre en jeu dans ce genre de situation. Je crois que quelqu'un lui avait conseillé d'aller à l'hôpital pour se faire évaluer. Vous savez, j'utilise simplement mon bon sens. Il était probablement bouleversé pour une raison quelconque, et il a montré qu'il avait besoin d'une attention médicale. Mais en ce qui concerne ce qui entre réellement dans une évaluation, je ne pourrais pas commenter là-dessus. Mais vous savez, au fond, cela revient aussi au bon sens. Je veux dire, si quelqu'un est anxieux ou déprimé, ou a des pensées d'idéation, d'automutilation ou de faire du mal à quelqu'un d'autre, bien sûr, il doit être évalué par un professionnel. Oui, ah non, c'est un point juste. Selon la grand-mère, le beau-fils dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Ils affirment qu'il était le seul à entrer et sortir de la pièce où le corps a été trouvé. Et il ne sait pas, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. C'est ce que les grands-parents ont dit à ABC News. Si vous avez un suspect dans une affaire comme celle-ci et que c'est ce qu'il vous dit, que fait le FBI ensuite? Et essayez de déterminer si c'est vraiment vrai ou de dépasser cela pour comprendre quelle est la réalité. Je ne me souviens pas, ce n'est pas une défense. Vous savez, nous faisons aussi l'hypothèse que le FBI a pu interroger ce jeune homme. Et vous savez, lors d'interrogatoires ou d'entretiens d'enquête de base, vous allez amener cette personne à parcourir toute la chronologie dont elle se souvient. Et d'après mon expérience, quand quelqu'un ne se souvient pas de quelque chose et que vous posez des questions plus approfondies, alors des détails commencent à émerger. Et ensuite, vous obtenez une vue d'ensemble de ce qui se passe. Et cela dépend aussi s'il a été interrogé par le FBI, s'il avait un membre de sa famille avec lui, un adulte. Et en règle générale, le FBI n'interroge pas les enfants sans la présence d'un adulte. Et ce n'est pas forcément le cas ici. Nous ne savons pas. Avait-il un avocat lors de son éventuel interrogatoire? Nous ignorons ce qui se passe car le FBI n'a rien communiqué conformément à ses règles. À quel point est-ce probable? Juste, je trouve ça toujours fascinant aussi, parce que, vous savez, les journalistes arrivent à obtenir des informations de différentes sources et tout ça. Quand il s'agit du FBI, à quel point est-ce difficile d'obtenir des informations de leur part, je suppose, par des canaux non traditionnels? Vous pourriez facilement croire que ces informations proviennent de membres de la famille. Eh bien, le FBI, tout ce qu'ils font doit être légalement défendable, donc ils ne peuvent pas se fier à des informations non corroborées. Tout ce qui arrive par les médias, s'ils n'ont pas fait de suivi, ils vont sortir et ils vont être l'arbitre de cela, de la crédibilité. Ils vont aller parler à cette personne. Ils vont obtenir ces informations. Donc, si l'agent en charge de l'affaire lit le journal ou regarde les médias et qu'il voit une nouvelle information qu'il n'avait pas ou un membre de la famille qui a fait un commentaire dans les médias et qu'il n'avait pas encore interrogé, ils vont immédiatement aller voir ce membre de la famille et lui demander, d'accord, quelle est la vraie histoire? Ils savent que tout ce qui passe dans les médias sera filtré et potentiellement biaisé. Mais le FBI doit obtenir tous les faits et corroborer chaque information, car leur travail est de prouver cette affaire, franchement, non seulement au-delà de tout doute raisonnable, mais avec une certitude absolue. Comment une poursuite fédérale fonctionne-t-elle et quand des accusations fédérales tombent, et peut-être même une enquête sur quelqu'un qui est mineur, si c'est vraiment ce qui se passe ici? Comparez cela à un cas qui serait jugé par le comté de Miami-Dade. Si cela s'était produit sur la terre ferme? Eh bien, de manière générale, le bureau du procureur des États-Unis va superviser l'enquête. Le FBI n'est pas un bloc unique et travaille en lien avec le bureau du procureur des États-Unis sans agir isolément, surtout pour une affaire d'une telle notoriété.
Il y aura donc un assistant du procureur des États-Unis, peut-être même un superviseur à Miami ou dans le district sud de la Floride qui supervisera cela. Ils vont se coordonner avec le FBI pour garantir que chaque étape soit appropriée, légale et permette de recueillir des informations utilisables devant un tribunal. Parce que tout simplement, ils ne veulent commettre aucune erreur dans ce genre de situation. Personne ne veut faire d'erreur, franchement. Mais le FBI va être très stratégique dans ses démarches et il va s'assurer que toutes les informations qu'il recueille pourront être utilisées devant un tribunal. Pour les agents qui enquêtent sur cette affaire, et chaque famille est différente, celle-ci était une famille recomposée. Les questions de garde se jouent avec la belle-mère, la mère biologique d'Anna Kepner, qui s'est passée dans les médias et parlait des problèmes qu'elle avait avec le père biologique. Ensuite, vous avez ses grands-parents qui disent voilà, qu'Anna Kepner et son demi-frère, le garçon de 16 ans, étaient comme les deux doigts de la main. Ensuite, il y a un ex-petit ami et sa famille qui sortent du silence et disent non, non, non. En fait, ce garçon de 16 ans était obsédé par elle au point qu'elle en avait peur. Il existe de nombreuses versions et beaucoup de rumeurs autour de cette relation. Comment faites-vous pour comprendre exactement quelle était la relation entre Anna Kepner et ce demi-frère, alors qu'il semble que chacun ait une version différente? Eh bien, c'est une question de coopération. Et puis, dans ce genre d'affaires, les équipes du FBI qui mènent ce type d'enquête sont généralement composées d'intervieweurs hautement qualifiés du FBI. Ce sont des agents capables d'interroger, d'obtenir des aveux et de faire parler légalement les gens afin que cela soit utilisable devant un tribunal. Pour répondre à votre question, si quelqu'un évoque des tensions entre les deux, ils prennent cette info et la vérifient, par exemple sur les réseaux sociaux. Y a-t-il deux autres éléments qui vont dire la même chose pour en fait corroborer qu'il y avait des tensions entre cette personne que les médias présentent comme suspecte et elle, ou au contraire? Donc en gros, le FBI et tous les services de police en général n'aura pas d'idée préconçue sur ce qui s'est passé. Ils vont rassembler tous les faits et laisser ceux-ci déterminer la suite de l'affaire. Quand vous traitez l'affaire, et chaque décès n'est pas filmé, mais ils étaient sur un navire qui possède de nombreuses caméras de surveillance. Ensuite, vous atteignez la cabine non sans savoir ce qui s'y est passé. Nous savons que, du moins selon les rapports, le beau-fils était la seule personne à entrer et sortir, et ensuite le corps d'Anna Kepner est retrouvé à l'intérieur. Comment l'enquête, comment ce qu'il faisait sur le navire tout au long par exemple, quelles sont les choses que les agents examinent dans les jours précédant ce moment, alors qu'il n'y a pas de vidéo de ce qui s'est passé à l'intérieur de la cabine. Eh bien, cela revient essentiellement à établir la chronologie et à parler aux personnes de son entourage pour reconstituer les 72 heures précédentes et les 72 heures suivantes, et en gros, reconstituer une chronologie complète pour elles. Et ensuite, s'ils ont un suspect, ils ajoutent ce suspect à la chronologie pour voir exactement ce qu'il ou elle faisait, puis ils rassemblent tous les éléments. Chaque élément de cette chronologie va être vérifié. Ce ne sera pas quelque chose qu'ils obtiendront des médias, ce sera quelque chose qu'ils obtiendront lors de leur entretien en personne. Ils ont soit regardé une vidéo, soit examiné un téléphone, car la question reste, que contient son téléphone? Je suis certain qu'elle avait un téléphone sur le bateau, que les données ont été téléchargées et qu'ils les analysent. À quel point est-il difficile d'accéder à son téléphone dans une affaire comme celle-ci, si par exemple certains membres ont maintenant des avocats, et qu'on en est arrivé là? Eh bien, cela dépend du type de téléphone. Je veux dire, il y a toutes sortes de cas, et vous savez, la réponse d'avocat, c'est « ça dépend, ça dépend ». Mais si ces membres de la famille connaissent son code d'accès, il est très probable qu'ils le donneront parce qu'ils coopèrent à l'enquête. Une fois le code d'accès obtenu par le FBI, ils pourront accéder à l'iPhone et récupérer toutes les informations. Et ensuite, selon le modèle, s'ils n'ont pas ce code d'accès, il existe des outils pour forcer le téléphone, pour ainsi dire, et accéder à ces données. Mais ce téléphone est, comme nous l'avons toujours dit, je pense que dans chaque affaire dont nous avons parlé, le téléphone est aussi un élément clé du puzzle. Et en gros, ça va nous dire exactement où elle était pendant 72 heures. Même sur un navire avec du réseau, vous recevrez les signaux système de positionnement global. Et ça va aussi nous dire s'il y a des messages textes à son sujet, des inquiétudes concernant quelqu'un qui aurait pu la suivre ou l'importuner sur le navire. Oui, on voit sur ses réseaux sociaux qu'elle était active en ligne. On va voir si de nouveaux détails ressortent. Et bien sûr, on attend que le FBI confirme.
Beaucoup d'informations ont été diffusées dans les médias, car il y a eu énormément de spéculations sur cette affaire depuis qu'elle a commencé à faire la une. Colin Schmitt, agent du FBI à la retraite. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci, j'apprécie. Avant de partir, je précise que l'affaire de garde concernant la belle-mère d'Anna Kepner sera examinée au tribunal le 5 décembre, Thomas Seatos. Le père biologique d'Anna pourrait témoigner. La belle-mère d'Anna a dit qu'elle pourrait invoquer le 5e amendement si on lui demandait de témoigner. Son avocat a déclaré lors de l'audience précédente qu'elle avait été innocentée de tout acte répréhensible dans la mort d'Anna Kepner. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.